En termes d'effectifs, c'est 1650 collaborateurs et si on raisonne en chiffre d'affaires, c'est 165 millions de chiffre d'affaires. Voilà, on a un ratio qui est relativement peut-être classique, mais en tout cas repérable dans notre profession. Donc on est sur ces indicateurs-là. Maintenant, ensuite, c'est évidemment le choix des personnes. Dans nos métiers, on en revient toujours au choix des femmes et des hommes. L'humain, tu vas parler d'ego, c'est sûr qu'évidemment, quand on doit partager un collectif, une vie d'entreprise forte autour justement d'une direction, d'une vision et de valeurs qui sont profondes et qui sont anciennes, qui ont 45 ans. C'est pour ça que je parle d'entreprise de long terme. Il faut évidemment essayer déjà d'être le plus clair possible peut-être au démarrage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise en fait quand l'histoire est racontée. Et ensuite que les personnes qui rejoignent une entreprise aient volonté de faire entreprise. On a fait le choix justement de maintenir et de réaffirmer à cette occasion-là que l'action commerciale, la vente, on parle pas souvent dans nos métiers, mais à un moment donné, il faut quand même vendre. On n'a pas de tabou par rapport à ça. La vente doit être faite par ceux qui vont ensuite gérer la relation. Donc les associés, les directeurs de mission. Globalement, chez nous, c'est 200 personnes, sans associés, sans directeur de mission. C'est eux qui ont dans leur responsabilité la charge du commercial chez nous. La technologie est quelque chose qui nous aide. C'est pas quelque chose qui fait à notre place. Nos clients, ils ont besoin de nous. C'est plutôt l'humain, c'est plutôt nos collaborateurs, nos équipes. Même si, évidemment, la technologie grignote peut-être petit à petit, puisqu'il y a moins de production humaine, ça reste quand même la valeur qu'on propose à nos clients, c'est pas un bon outil comptable, c'est la capacité qu'on a à expliquer ce qui est sorti de la production comptable. Et ça, pour l'instant, ça reste un interlocuteur et un expert comptable ou un directeur de mission ou même un responsable de mission. Chez nous, on délègue aussi très, très facilement cette partie-là. Et ça le restera. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Libéral. Libéral, c'est un podcast qui est dédié aux professions réglementées du droit et du chiffre. Notre objectif, c'est de vous faire découvrir des personnalités incroyables qui ont de la vision, qui tentent des choses, qui mettent en place des choses et qui font bouger leur métier. Vous rencontrerez des sommités de ces secteurs d'activité, vous rencontrerez des jeunes qui lancent leur structure et surtout vous rencontrerez des gens qui ont de la vision. Notre objectif, c'est vraiment de vous partager des parcours incroyables, que vous puissiez apprendre et découvrir de gens inspirants pour faire en sorte de toujours vous éveiller. Un petit mot sur Libéral Group. Libéral Group, c'est un groupe d'entreprises à destination des professions libérales réglementées et notre objectif, c'est de les accompagner dans leur performance et dans leur croissance. Aujourd'hui, on opère avec 3 activités que sont la société Ourama, la société Neria et la société Libéral Conseil. On s'intéresse à la visibilité, au recrutement et au conseil en stratégie et opérationnel grâce à ces 3 activités. Concrètement, on a déjà accompagné plus de 600 structures, dont à peu près 45% de cabinets d'avocats. Et notre enjeu, c'est de devenir les leaders européens de l'accompagnement de ces professions. Un petit mot encore avant de finir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à diffuser au maximum ce podcast autour de vous. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir toujours des gens encore plus inspirants, toujours des invités de plus haut de gamme et qu'on continue à faire ça gratuitement. Je vous en dis pas plus sur nous et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Valentin Doligé pour ce nouvel épisode du podcast de Libéral. Valentin, c'est l'un des directeurs généraux de la société Orcom et je suis ravi de le recevoir ici pour 2 raisons. Déjà, je le trouve extrêmement sympathique, première chose. Et la deuxième chose, c'est que le modèle Orcom est quand même un modèle assez spécial sur le marché et que je suis content de rencontrer Valentin pour qu'on puisse creuser un peu ce modèle. Salut Valentin. Salut Valentin, merci de m'accueillir et merci pour l'invitation. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, de façon rapide ? Alors qui je suis Valentin Doligé, j'ai 45 ans. Je viens du Loir-et-Cher, j'ai grandi à Blois et j'ai fait mes études à Orléans, ville où je suis resté et où j'ai rejoint le cabinet. À l'époque, on parlait plutôt de cabinet plus que d'entreprise, mais ça peut-être on y reviendra. Où j'ai rejoint donc l'entreprise Orcom en 2003, donc il y a quand même déjà maintenant pas mal d'années, et où j'ai fait tout mon parcours, voilà, pour me mener ici devant toi. Mon métier, c'est expert comptable, mon diplôme, commissaire aux comptes, métier que j'adore, mais aussi la direction générale maintenant d'une entreprise qui est là aussi un autre métier qu'on n'apprend pas cette fois-ci avec le diplôme, qu'on exerce finalement et qu'on prend plaisir aussi à exercer avec les opportunités, les développements qui ont été les nôtres. Voilà, en quelques mots. Comment on évolue entre 2003 où tu arrives chez Orcom et 22 ans après, 2025, date à laquelle, fin 2025, date à laquelle on enregistre ce podcast. C'est quoi les grandes étapes de ton évolution au sein du cabinet et surtout de ta prise de responsabilité ?
En fait, les étapes, c'est vraiment le parcours que n'importe qui pourrait faire dans notre organisation, dans notre entreprise. Il n'y avait rien d'écrit à l'avance. Moi, je suis arrivé pour apprendre le métier, le découvrir. Euh, on n'est pas fini quand on sort de l'université, donc on a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir. Dans un contexte où, à l'époque, quand même utile de le rappeler, le marché de l'emploi n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une réelle difficulté pour un jeune sans expérience à trouver finalement un emploi, à trouver un job. Les cabinets recrutaient, mais recrutaient avec de l'expérience. Donc comment on fait quand on sort de l'université qu'on n'a pas d'expérience? En tout cas, dans le Loiret, en région centre, mais particulièrement à Orléans, le seul cabinet qui recrutait les jeunes sans expérience et qui a toujours voué une grande confiance à la jeunesse, c'est Orcom. Voilà, c'était la réputation du cabinet. C'était une réputation où le cabinet, il y a beaucoup de missions, beaucoup de déplacements, beaucoup de clients d'une certaine taille, une exigence, mais une formation de qualité. Donc voilà, d'où je viens, aller à Orcom, c'était évidemment en tout cas avoir une ligne sur son CV. On commence toujours évidemment avec cette préoccupation-là qui était qualitative. Et puis aussi une opportunité qui m'a été offerte. Donc j'ai commencé comme ça et ensuite j'ai fait le chemin d'un collaborateur qui apprend, qui travaille en équipe sur des dossiers avec un parrainage, ce qui est aussi une marque de fabrique. On accompagne, on forme les jeunes pendant 24 mois. C'est le temps pour considérer qu'on a vraiment intégré totalement quelqu'un dans notre équipe et dans notre organisation. Voilà, ensuite, c'est les évolutions, on va dire, peut-être plus classiques, responsable de mission, directeur de mission. Ensuite, un statut d'associé au bout de 6 ans, ce qui peut être peut-être rapide. J'avais pas 30 ans à l'époque, j'avais 28 ans. Mais en même temps, voilà, j'ai pas eu à demander. Les choses se sont présentées parce que peut-être que c'était le moment venu pour tout le monde. En tout cas, le projet était partagé. Et une fois qu'on arrive à cette situation-là, statut d'associé, on peut se dire aussi finalement, je suis peut-être arrivé au bout déjà du processus. Qu'est-ce que j'ai encore devant moi? Dommage, hein. Exactement. Et c'est vrai que cette question, je me la suis posée quand même, de savoir si finalement, est-ce que j'allais continuer à avoir finalement des objectifs ou des perspectives un peu différentes que d'exercer, même si encore une fois j'adore ce métier qui est de conseiller mes clients, de les sécuriser dans leurs choix. Mais voilà, quand on a un petit peu d'ambition, on se demande, voilà, finalement, j'ai atteint peut-être ce statut ultime d'associé à même pas 30 ans, et finalement, j'ai encore plus de 30 ans à faire, justement. Est-ce que je trouverai toujours autant de plaisir ou toujours autant de satisfaction à le faire? Et puis finalement, on s'aperçoit dans une organisation qui évolue, qui bouge, qui est en mouvement, il y a toujours des opportunités qui se créent. J'ai intégré ce qu'on appelle notre comité exécutif quelques années plus tard, 3 ou 4 ans plus tard, et la direction générale en 2015, donc c'était il y a déjà 10 ans. Donc à l'époque, j'avais 35 ans. À l'époque, l'entreprise n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle s'est aussi beaucoup développée depuis. Et finalement, même dans cette fonction de direction générale entre 2015 et 2025, c'est-à-dire que mon métier a lui aussi évolué. Et c'est quoi aujourd'hui un petit peu la taille d'Orcom, si tu pouvais nous donner quelques chiffres pour que tout le monde comprenne bien? Alors, à fin 2025, on a une taille d'entreprise de taille intermédiaire, si on se repère à cette classification-là. Et si je le dis, c'est parce qu'on aime bien ce repère-là. On dit que les entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises de long terme et des entreprises des territoires. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui définit bien l'organisation qui est la nôtre. Si on veut mettre quelques chiffres, parce qu'évidemment, on a besoin de parler de chiffres, c'est des repères qui sont clairs et pour le coup tangibles. En termes d'effectifs, c'est 1650 collaborateurs. Donc voilà, ça c'est la situation à date. Et si on raisonne en chiffre d'affaires, c'est 165 millions de chiffre d'affaires. Voilà, on a un ratio qui est relativement, je veux dire, peut-être classique, mais en tout cas repérable dans notre profession. Voilà, donc on est sur ces indicateurs-là. Et en termes d'EBITDA? Nous, on ne raisonne pas trop EBITDA, on raisonne plus bas. On regarde ce qui se passe tout en bas du compte de résultat, c'est-à-dire une fois qu'on a tout payé. Voilà, et tout payé, c'est-à-dire nos investissements, les résultats nets, exactement. C'est ce qui reste à la fin. Mais si je le dis, c'est important parce que finalement, c'est aussi avec ça qu'on récompense déjà, parce qu'on peut partager la valeur, mais aussi parce qu'on peut investir. Voilà, et évidemment, nous, on est précautionneux de notre rentabilité.
on y est vigilant. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de coûts et beaucoup de partenaires ou prestataires qui, évidemment, ont un certain appétit, mais aussi font des investissements. Donc, il faut que l'équilibre se crée au milieu de tout ça. Mais en tout cas, voilà, on a un travail important. Et on pense aussi que pour nos clients, c'est bon parce que finalement, une entreprise qui serait pas rentable, c'est une entreprise qui serait peut-être pas bien gérée. Et finalement, est-ce que j'aurais envie de travailler avec un cabinet d'expertise comptable qui lui-même ne sait pas gérer? Donc oui, notre résultat net, il est bon. Voilà, s'il faut lâcher un chiffre, Bien sûr. ouais, on va être au-delà des 10% et plus proche des 15. Voilà, donc Ok. donc c'est pour ça qu'effectivement, on a cette qualité-là. C'est vraiment pas mal. Donc, on a à peu près 22 millions de résultats nets annuels. Sur ce résultat net, et c'est ça qui m'intéresse le plus, quelle est la part de réinvestissement dans la structure que vous avez pour préparer justement l'avenir? Tu me l'as dit, entre 2015 et 2025, tu avais partie de la direction générale et du comité exécutif. Tes fonctions ont bougé, le marché est en train de se transformer de façon énorme. Il y a la financiarisation, il y a la facturation électronique, il y a les automatisations qui deviennent de plus en plus fréquentes. Les collaborateurs, vous avez de plus en plus de mal à les recruter. Les collaborateurs que vous avez aujourd'hui ne seront pas les collaborateurs que vous aurez demain, en tout cas n'auront pas les mêmes compétences. Comment vous investissez? C'est quoi le plan de Orcom justement pour évoluer avec son marché? Eh ben, notre plan, c'est de réinvestir une grande partie, une grande majorité de nos résultats dans notre entreprise. Voilà. Donc, évidemment, une partie va aux associés. Ce qui est normal. Ce qui est normal, évidemment, pour que évidemment, chacun ait le fruit et la récompense du travail juste qu'il a accompli et du capital qu'il a investi. On est toujours aussi vigilant à respecter ces grands équilibres. Le travail doit être récompensé, mais le capital aussi, c'est les deux. Voilà, et c'est pas l'un vers l'autre ou l'un ou l'autre en allant chercher des optimisations un peu, enfin, en tout cas, hasardeuses. Exactement, voilà, et qui nous ont valu aussi des évolutions réglementaires avec des abus de certaines professions libérales. Lesquelles? On veut des noms. On veut des noms. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc nous, on est vigilants et précautionneux de ça. Donc oui, on réinvestit voilà, une grande majorité de nos résultats. Si là aussi, il faut donner un repère, on va être autour des 2 tiers. C'est peut-être un repère qu'on peut avoir. C'est vraiment pas mal. C'est important, exactement, parce que c'est comme ça qu'on peut finalement, et en tout cas, c'est notre vision de la situation. Je prétends absolument pas que ce modèle est évidemment l'unique et le meilleur. En tout cas, c'est celui dans lequel on croit. C'est ce modèle d'indépendance finalement qui fait que par nos bons résultats, on est capable finalement de maintenir cette indépendance et finalement de réinvestir ces bons résultats dans le développement de notre entreprise. Un développement là aussi que, j'allais dire, on choisit, on est dans la... Plutôt, on cherche à grandir plutôt qu'à grossir, si on peut aussi peut-être faire ce raccourci-là. Pour ceux qui nous regardent en podcast, Valentin n'est pas gros et est très grand. 1m93, c'est vrai. Donc oui, alors rien à voir avec moi, mais en tout cas oui, effectivement, on va plutôt rechercher, voilà, à faire des développements choisis parce que la croissance externe, c'est quelque chose dans lequel, évidemment, et ça m'a largement précédé dans l'histoire de l'entreprise, puisque, comme tu l'as évoqué, ça fait 22 ans, et que notre entreprise a 45 ans. Donc, mais la croissance externe a toujours été dans la volonté de notre président fondateur, Michel Martin, qui a eu cette ambition dès le début, très tôt. Et on a poursuivi dans cette démarche-là, avec lui, à côté de lui, et souvent sur quelque chose qu'on a voulu maîtriser parce que chaque histoire est différente, chaque histoire livre ses vérités, chaque histoire emporte évidemment son lot de grandes satisfactions puisque c'est toujours ça qui reste à la fin, mais évidemment dans les premières semaines, les premiers mois, il y a toujours du calage, il y a toujours des choix qui peuvent être faits, des choix qui sont naturels, qui sont même souvent nécessaires. Voilà, et qu'il faut accompagner, des situations qu'il faut aussi parfois régler. Voilà, et donc nous, on peut être une solution pour accompagner ces étapes, ces transitions, parfois ces transformations, voire ces ruptures, parce que parfois il y a des situations qui sont aussi un petit peu plus délicates, un peu plus difficiles, et on est en capacité d'apporter des solutions par rapport à ces situations qui font que certains cabinets à un moment sont au bout d'un chemin. Je complètement aligné. Et donc, il y a 2 tiers de réinvestissement sur l'année, donc à peu près 14 millions qui est réinvesti sur le résultat que vous allez pouvoir chercher. Est-ce que tu peux nous donner les grandes masses? Qu'est-ce qui est important pour Orcom? Donc, je pense qu'il y a une partie qui va vers la croissance externe. Tu disais que c'était extrêmement important
pour vous. Mais c'est quoi vos investissements sur l'avenir, sur le reste? Nos investissements, alors ça passe d'abord par nos équipes, Ok. parce que on structure des fonctions support qui font ce travail toujours sous le pilotage d'un associé rattaché à une direction générale. C'est pour ça qu'on a une direction générale qui est sur plusieurs têtes et on se répartit finalement nos responsabilités, nos fonctions. Dans nos métiers, il y a deux axes, deux angles finalement pour l'investissement. Il y a évidemment servir nos clients, et servir nos clients, c'est le faire avec une offre qui soit dynamique et adaptée et qui s'appuie sur une technologie à niveau. Et en ce moment, c'est là où on voit que les attentes des clients dans un contexte particulier, alors 5 ans après le Covid, on a l'impression que finalement chaque année est une année particulière, mais c'est finalement une année jalonnée en fait de particularités qu'on doit être en capacité de comprendre d'abord, pour ensuite faire des propositions en adéquation avec nos clients. Et à côté de ça, on a cette innovation, cette transformation technologique qui pousse. On a parlé énormément d'intelligence artificielle en 2025 et à juste titre. Mais si on se rappelle finalement aussi des sujets qu'on commençait à évoquer en 2019, on parlait déjà d'intelligence artificielle. Tout ça après a été un petit peu éclipsé par d'autres préoccupations, d'autres priorités qui étaient liées à la gestion de crise, la gestion de court terme, avec beaucoup de choses qui se sont succédées. Mais simplement, ce qu'on a observé, c'est que finalement, l'innovation, elle a continué. Les progrès de cette technologie a évolué aussi, et finalement, on est un peu rattrapé par tout ça. C'est pour ça que les choses vont vite. Donc, il faut aller vite, évidemment, mais quand je dis aller vite, c'est aller vite dans un rythme qui convient. Et le rythme qui convient, c'est d'être plutôt en tête du peloton, mais pas être non plus celui qui va prendre tout le vent et qui finalement va pas l'échapper, quoi. C'est pas l'échapper non plus, ou en tout cas il faut être au bon moment. Alors on n'est pas dans une course non plus, hein, attention sur le parallèle, mais Il y a quand même voilà. une course, hein. Enfin, il y a quand même une course à l'évolution, parce qu'en réalité, vous êtes sur un marché qui est un marché concurrentiel, Ouais. Concurrence sur les clients, concurrence sur les fonds qui sont présents et qui donnent des moyens surpondérés par rapport à ce qu'avaient au préalable les autres cabinets, et concurrence sur les équipes. Donc c'est quand même une course. En fait, c'est juste une course pour pas tomber, entre guillemets. Et c'est pas une course pour arriver le premier, et ça je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même rester dans le corps pour éviter de sortir quoi de route. Il faut être dans le bon tempo, il faut savoir quelles sont ses forces, ses avantages, qui nous différencient. Nous, on essaye d'être toujours comprendre finalement en quoi on est légitime, en quoi on est différent pour être présent sur un marché. Voilà, si on n'est pas pertinent, légitime, connu, reconnu par rapport à une spécialité ou une compétence, ça ne sert à rien, on s'épuise. On n'a pas de succès, ne pas avoir de succès, c'est une spirale qui est négative, on se fatigue et puis finalement on se démotive. Voilà, donc il faut essayer d'être plutôt sur les éléments forts et là où on a quelque chose à dire, quelque chose qui fait différence. Donc je parlais des clients, ça c'est évidemment essentiel, on n'existe pas si on n'a pas des clients, il faut être au bon rythme par rapport à nos clients, il faut être force de proposition, il ne faut pas non plus être déconnecté finalement aussi de leurs attentes. Nos clients dans une organisation d'entreprise de notre taille, c'est des clients de toute taille, donc il faut être en capacité de pouvoir accompagner des entreprises qui ont notre taille, de très belles ETI, voire des sociétés encore plus importantes, mais c'est aussi une clientèle de proximité avec de la TPE, un artisan, un commerçant, des startups. Et évidemment, quand on s'adresse à cette typologie d'entrepreneurs, eh ben, il faut comprendre qu'évidemment, on doit être en adaptation permanente par rapport à une échelle, par rapport à des spécialités, à un vocabulaire, à une compétence, une appétence pour les technologies qui est aussi très différente. Donc c'est pour ça que être dans le bon tempo, être plutôt en tête, mais pas trop en avance. Et ensuite, je disais donc le client, l'innovation, mais aussi deuxième pilier de nos métiers, c'est évidemment les compétences de nos équipes et nos équipes en particulier. Et donc là aussi, investir beaucoup dans le recrutement, dans des personnes avec des profils différents, avec des personnes qui viennent renforcer nos pôles de spécialité. En 2015, on a voulu nous aller plus loin sur quelques grands domaines de spécialité qu'on a choisis, justement dans ce principe que finalement, si on veut être choisi, il faut être connu et reconnu. Et on est connu et reconnu, pourquoi ? Parce qu'on a développé une compétence qui outrepasse le caractère et le côté un peu généraliste, finalement, parfois de l'expert comptable. Notre institution, à un moment, a voulu reconnaître les spécialités. Bon, finalement, le sujet
a été éclipsé par d'autres, et puis par un petit peu l'alternance aussi des forces politiques. Mais en tout cas, cette démarche de spécialité, c'est ce que nous, on a cherché en tout cas à faire depuis 10 ans, et travailler sur quelques branches sur lesquelles je crois qu'on a bien réussi, puisque on le mesure aussi dans les consultations, les appels d'offres dans lesquels on est amené à répondre. On ne remporte pas tout, mais on a du succès, on a des succès probants sur des secteurs forts. Et comme lesquels grande distribution, secteur social et médico-social. L'international nous a aussi beaucoup porté, le secteur public. Voilà, on a une très très grosse expertise dans le secteur public, le secteur de la formation. Voilà, c'est quelques branches sur lesquelles on est, je pense, assez puissant, parce qu'on a su se doter de compétences spécifiques et particulières avec des personnes qui n'étaient pas forcément issues de notre métier, qui sont venues finalement amener justement leur expertise. Mais c'est aussi une branche avocat qu'on a voulu proposer aussi à nos clients pour là prolonger finalement notre expertise. On avait une expertise juridique de haut niveau et développée, mais avec un moment ce blocage, puisque n'étant pas avocat et en capacité finalement d'aller en plaidoirie, on pouvait être bloqué par rapport à certaines situations, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, puisqu'on peut aller jusqu'au bout finalement de la défense des libertés de nos clients. Grâce au cabinet d'avocats. Grâce au cabinet d'avocats, exactement. Et ils sont combien les avocats dans votre... Ils appellent aussi Orcom Avocat? Alors non, ils ont une marque, on aime à le dire chez nous, spécifique, qui s'appelle Orva. Donc c'est une branche qui est en plein développement, qui a un peu moins de 5 ans maintenant dans notre périmètre, qui est le fruit de rapprochement avec 2 cabinets d'avocats qui étaient préexistants, mais aussi de création ex nihilo, avec là aussi des bons recrutements qu'on a pu faire, et des personnes qui sont venues structurer cette branche-là avec les différentes spécialités, la fiscalité évidemment, le droit des sociétés, mais aussi le droit des contrats, le droit social, voilà, sur lequel on a aussi une expertise forte. Et justement sur le droit social, ça nous permet là aussi d'avoir une proposition complète pour nos clients, puisque historiquement, c'est-à-dire que tout bon cabinet d'expertise comptable qui se respecte fait de la paye. Et nous, on en fait beaucoup. On fait 60 000 payes. Donc, c'est un gros service. Voilà, donc, c'est quand même très important. On fait du conseil en droit social dans le prolongement direct de la paye, tout l'aspect, la gestion légale, réglementaire. Et ça, c'est nos équipes d'Orcom qui le font. En 2014, on s'est adjoint les compétences d'un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle Actiforce, qui fait partie aussi de notre univers de marque. Actiforce propose de la formation, propose du recrutement de haut niveau pour nos clients, mais aussi une capacité à accompagner nos clients dans la gestion de leurs compétences. On appelle ça l'accompagnement des carrières et des transitions, donc soit dans des moments forts avec des plans GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi dans des temps plus faibles ou plus durs quand il y a des plans, et malheureusement en ce moment c'est plutôt ça qu'on observe, et on doit accompagner nos clients dans des reclassements. On offre une vraie solution avec nos clients grâce à cette branche-là. Et si à la fin on est dans la dimension du contentieux et de la défense des libertés, on a la branche avocat qui peut fournir. Donc sur cette branche des ressources humaines, voilà, on a finalement à votre arc. Exactement, la capacité à les accompagner sur, je veux dire aujourd'hui, quasiment toute la chaîne. Et donc sur le volet formation, recrutement, j'ai pas de problème en termes de structuration, parce que c'est une structuration classique d'une entreprise, et donc pas de difficulté. Sur la branche avocat, c'est là où j'ai le plus de sujets. Moi, de ce que je vois sur le marché, les cabinets d'avocats qui sont adjoints à des cabinets d'expertise comptable, ça se passe rarement bien. Pour plusieurs raisons, des raisons d'ego fréquemment, mais aussi des raisons réglementaires qui sont un peu chiantes, sur lesquelles en transparence on essaie de bosser avec la direction générale des entreprises pour que ça puisse changer, qui est que la clientèle appartient à l'avocat et n'appartient pas à la structure, ce qui n'est pas le cas chez vous. C'est-à-dire que si un expert comptable s'en va, concrètement il veut récupérer de la clientèle, il va devoir la payer, il veut racheter une partie d'un portefeuille, ce qui n'est pas le cas chez les avocats. Et donc du coup en fait on doit à chaque fois les ménager pour éviter que ceux-ci se barrent et se barrent avec la clientèle. Comment vous faites pour que ça marche? Allez, question à 5 millions. Alors c'est une question évidemment essentielle et fondamentale, je suis d'accord. On observe aussi, évidemment, on a la chance de pouvoir discuter, échanger avec beaucoup de cabinets amis. Et effectivement, on voit que l'aventure de la pluridisciplinarité est une aventure qui est un chemin qui est loin d'être tout droit et parfois semé même de réelles difficultés. Nous aujourd'hui on les a pas. Évidemment il faut rester toujours prudent. Évidemment. Pour le moment en tout cas. Mais du coup qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour que justement vous les ayez pas? Parce que moi ce qui m'intéresse c'est
de toucher de près Bien sûr. la substantifique moelle de ce que vous avez réussi à mettre en place pour que ça marche. Mais je vais te répondre. Et je ne te le dirai pas. Alors si, la première chose, c'est déjà peut-être le choix de la structuration juridique. On n'a pas, nous, aller rechercher une formule d'exercice où finalement on partagerait tout. On a plutôt essayé d'aller chercher une formule où voilà, chacun est finalement à sa place et en prise directe avec ses intérêts. Je vais le présenter comme ça. Donc techniquement, c'est par une SPFPL. Donc filiale de notre société tête de groupe. Et ensuite, donc ça c'est d'abord voilà, la structuration juridique. C'était important évidemment de faire un choix fort et un choix qu'on vérifie, évidemment qu'on confirme à chacun, à chaque exercice qui se clôture et à chaque opportunité qui se présente. Maintenant ensuite c'est évidemment le choix des personnes. Dans nos métiers on en revient toujours au choix des femmes et des hommes, l'humain, exactement. Tu as parlé d'ego, c'est sûr qu'évidemment quand on doit partager un collectif, une vie d'entreprise forte autour justement d'une direction, d'une vision et de valeurs qui sont profondes et qui sont anciennes, qui ont 45 ans. C'est pour ça que je parle d'entreprise de long terme. Il faut évidemment essayer déjà d'être le plus clair possible peut-être au démarrage, c'est-à-dire que les choses soient... Il n'y a pas de surprise en fait quand l'histoire est racontée. Et ensuite que les personnes qui rejoignent une entreprise aient volonté de faire entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. C'est pour moi le point pivot. Alors, si on regarde un peu aussi l'histoire des rapprochements, puisque j'ai dit que 2 cabinets nous ont rejoints, il y a notamment un cabinet qui est un cabinet avec lequel on partageait des locaux. Donc, on avait déjà finalement une proximité géographique qui fait que nos associés, c'était à Montargis, du site de Montargis et le cabinet d'avocats se connaissaient, se croisaient régulièrement, partageaient déjà des problématiques d'intendance, on va dire, à cette époque-là. Et à un moment, quand l'opportunité s'est présentée, au moment d'un départ en retraite, voilà, l'idée d'aller plus loin a mûri, a germé et finalement a abouti à cette construction juridique qu'on a opérée. Et aujourd'hui, on est très content, tout le monde est à sa place. On va dire que chacun bénéficie des forces des uns et des autres. Donc les avocats, évidemment... bénéficient de renvois, finalement, d'opportunités par rapport à des situations, même si beaucoup de choses continuent à être faites par notre service juridique, qui conserve une grande autonomie, mais parfois on a besoin tout simplement d'avoir une signature d'avocat, d'avoir un regard différent, d'avoir, en fonction de la partie adverse, d'avoir une contradiction qui peut-être emporte une autre forme, et c'est là où c'est utile d'avoir recours à cette marque avocat. Et à l'inverse, les avocats nous apportent aussi des opportunités sur des situations aussi où là, parce qu'ils ont leurs propres clients finalement. Donc, et donc du coup, la SPFPL Orcom détient 25% de Orva. Alors, je crois que c'est la limite réglementaire sur les cabinets d'avocats et la détention capitalistique. En tout cas, on respecte la réglementation. Évidemment. Ok, trop bien. Et vous les avez pas mis salariés? Moi, je préconise ce genre de choses. D'accord. Pour justement sortir, entre guillemets, de cette difficulté du départ des avocats qui feraient venir leurs clients avec eux. Et lorsqu'ils sont salariés, ils peuvent pas le faire. Ouais. Donc, c'était une question. J'ai ma réponse, c'est non. Et dernière question, et après on change de sujet. En termes de gouvernance, est-ce que vous avez un avocat d'Orva qui siège chez Orcom et un expert comptable de Orcom qui siège chez Orva ou pas du tout? Alors, on va dire que les avocats ont leur vie, dans le sens où ils ont leur propre comité, ils se réunissent très régulièrement. C'est un rythme mensuel sur un format, une petite demi-journée en fonction des sujets, des actualités. Et le pilotage se fait par Bruno Rouillet, chez nous, qui est l'associé directeur général d'Orcom, qui pilote cette branche-là et qui on assure la supervision, la coordination, mais évidemment en lien avec nos avocats associés. Trop bien. Donc on a finalement, évidemment, le cabinet d'expertise comptable Orcom en France. On a ActiveForce pour le recrutement et la formation.
Orva pour les avocats. Il y a des notaires, il y a des CGP, il y a d'autres activités dans lesquelles vous avez des participations? Non, pas de notaire, parce que l'opportunité ne s'est pas présentée. On a eu un moment quelques discussions. Comme on a eu beaucoup de discussions, je fais un retour en arrière, désolé, mais Ouais. sur la question par rapport au choix des avocats, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions, on a eu beaucoup de sollicitations pour renforcer cette branche avocat, et puis finalement, ça ne s'est pas fait parce que justement, à un moment, on a senti que de toute façon, humainement, ça allait pas fonctionner, Ouais. exactement. Et donc voilà, donc si dans les premières discussions, les choses ne sont pas fluides et il n'y a pas cette volonté de faire entreprise, de toute façon, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Côté notariat, voilà, je pense que c'est une profession qui commence peut-être aussi à s'ouvrir à ce type de situation. On a parmi nos clients des cabinets de notariat qui sont importants, qui se structurent, qui d'ailleurs parfois viennent vers nous pour rechercher aussi de l'échange, voir quel a été notre chemin, notre parcours, mais on voit que finalement ils ont quand même quelques années je vais dire de moins d'expérience par rapport à cette structuration-là. Puis une réglementation qui est aussi pas la même, parce que Oui, franchement, tout à fait. les notaires entre eux, c'est très très compliqué. Oui, complètement. Donc, est-ce que ça se présentera? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un objectif à tout prix pour nous? Non. Voilà, nous, on raisonne beaucoup par notre signature, c'est ouvrir des territoires d'opportunité. Donc, voilà, évidemment, on est actif, on est à l'écoute, on recherche, mais on reste lié aux opportunités. On ne veut pas faire les choses coûte que coûte ou à tout prix pour afficher des chiffres, etc. C'est pas trop notre C'est façon pas l'ADN de Non, c'est Purple. pas trop notre façon de voir les choses. On a envie de prendre déjà du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer, voilà, le développement, c'est évidemment très stimulant, très enrichissant. C'est comme ça qu'on se remet en question, c'est comme ça qu'on progresse. Mais c'est aussi, voilà, parfois, on rencontre aussi des situations plus délicates. Voilà, et évidemment, on les affronte tous ensemble, on les gère ensemble, on trouve des solutions tous ensemble. Et c'est la force justement du collectif. Mais voilà, si évidemment on ne veut pas de situations comme celle-ci à gérer, on ne fait rien. Et si on ne fait rien, on s'ennuie. Exactement. Et donc, les conseillers en gestion de patrimoine, Ouais. la banque d'affaires, des cabinets de conseil, non? Alors la branche patrimoniale, si je peux avouer quelque chose qu'on n'a pas réussi, je pense en tout cas à aller aussi loin qu'on l'aurait souhaité à un moment, c'est peut-être cette branche-là. Ok. Bah, là aussi, parce que les opportunités ne se sont pas présentées ou pas au bon moment. On a une de nos associés qui vient d'avoir un diplôme important en gestion de Alors, patrimoine, non, Dauphine. Et donc, voilà, c'est peut-être une clé pour ouvrir une première porte, pour aller chercher une structuration d'une branche qu'on appelle de nos souhaits, parce qu'on a évidemment dans les demandes, dans les enjeux de nos clients, surtout sur des entreprises d'une certaine taille, des enjeux patrimoniaux qui sont quand même assez importants, et on pense bien qu'il y a aussi une complémentarité qui peut se faire. Donc oui, ça c'est clairement un axe qu'on peut améliorer, sur lequel on peut progresser. Et la banque d'affaires? Non, banque d'affaires dans le sens où on ne gère pas des fonds, mais si on a structuré une branche recherche de cibles et alors, cession ou acquisition, donc on a là aussi un confrère qui nous a rejoint assez récemment finalement pour structurer les prises de mandat. Donc ça c'est une branche clairement qui nous manquait, et aussi la recherche de fonds. Donc aujourd'hui on a une vraie proposition pour les clients qui... Ça a beaucoup de valeur. Ouais, exactement, parce que ce qu'on sait très bien faire, parce que déjà on l'a fait beaucoup pour nous, donc quand on a une vraie expertise et une vraie expérience à partager, là aussi ça apporte beaucoup de valeur à nos clients, parce qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. C'est ça que nos clients ils apprécient aussi beaucoup de nous. Là aussi c'est un des marqueurs de notre vision de notre métier, c'est penser les choses à la place d'eux, c'est bien, mais si on l'a déjà fait pour soi et qu'on l'a vécu pour soi, on est beaucoup plus puissant dans ses recommandations, dans ses avis. Évidemment, parce qu'on en maîtrise l'aspect économique, l'aspect juridique, et ça c'est sécurisant, mais aussi parce qu'on a l'expérience du praticien. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Mais là où on avait un manque, c'était quand un client nous disait par exemple, voilà, moi, j'aimerais bien me développer, c'est le moment pour moi, je cherche une cible de telle taille, dans tel secteur d'activité, en diversification, etc. Là, nous, on n'avait pas de proposition jusqu'il y a 2 ans pour rechercher une cible pour lui. Voilà, il fallait que lui trouve la cible, et une fois qu'il avait la cible, là par contre, évidemment, on était à côté de lui pour discuter, négocier, évaluer, et toute la mécanique ensuite qui va jusqu'à l'intégration d'une nouvelle activité. Et même quand lui voulait vendre, en disant en fait c'est le moment pour moi de vendre, vous n'aviez pas non plus cette offre-là. Exactement, la réciproque est vraie aussi, effectivement, quand quelqu'un voulait vendre, il fallait que lui... voilà, on trouve son acheteur. Voilà, ce qu'on avait en proposition, on va dire, c'était plutôt
la connaissance d'un tissu économique, d'une proximité, puisque peut-être un marqueur aussi puissant de notre organisation, c'est là aussi un des piliers de nos engagements d'entreprise responsable. Finalement, sans le dire, en présentant comme je passe en revue les différents piliers de notre démarche RSE. Et dans ces piliers-là, il y a un pilier qui s'appelle l'engagement sociétal. Et quand on parle d'engagement sociétal, c'est l'importance qu'on accorde et le temps qu'on accorde à être des professionnels investis, engagés dans les territoires dans lesquels on est implanté. Ouais. Et par cette prise de responsabilité, alors ça peut prendre beaucoup de formes, mais c'est souvent des responsabilités quand même de haut niveau, des présidences d'organisations importantes, de CCI, d'organisations patronales, de tribunaux de commerce. Voilà, c'est des mandats de ce type-là que certains de nos associés occupent, mandats municipaux aussi, avec des fonctions très, très importantes. Ça nous permet évidemment d'être intégrés dans la cité, dans le territoire où on est, et évidemment aussi de jouir de contacts privilégiés. Donc voilà, donc avant c'était plutôt côté informel, on connaît des acteurs, donc on met en relation, mais c'était peut-être pas professionnalisé, ce qui est le cas aujourd'hui. Le grand enjeu dans ce genre de choses, ça va être le cas aussi pour votre société qui fait du recrutement et de la formation, c'est vraiment l'harmonisation de la donnée, puisque avec 165 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je prends des paniers moyens à 3 000 euros environ, ça veut dire qu'on doit avoir un peu moins de 60 000 clients chez Orcom, entre 50 et 60 000, en fonction du panier moyen, tu m'excuseras de mes grosses mailles. Mais ça veut dire que concrètement, avec de la data qui est clean sur le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, le secteur d'activité, par code NAF, par code APE, différentes infos sur le nombre de salariés, le type de salarié qui est en interne, en réalité, on peut donner à manger de façon extrêmement importante à ces deux activités que sont d'un côté la banque d'affaires et de l'autre côté le recrutement. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Toutes les entreprises sont confrontées à la même chose. Déjà pour nous, alors qu'on fait que 4 millions, c'est déjà difficile parce qu'en fait, tu structures, tu grandis, tu structures, tu grandis. Et donc, on est tech native en plus, donc on n'a pas, entre guillemets, la legacy que vous pouvez avoir par du rachat de cabinets qui ne sont pas structurés de la même manière que vous, avec différents outils, etc. Déjà, nous, c'est difficile. On y arrive, mais c'est difficile. Comment vous faites pour justement cette structuration de données qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus compliquée de votre côté ? Il y a clairement un enjeu majeur autour de tout ça. Il y a beaucoup de choix évidemment qui sont sous-jacents un petit peu à cette question-là. C'est déjà les choix qui ont pu être les nôtres en matière de structuration de nos systèmes d'information. Ouais. Nous, on a pu être perçus à un moment donné comme étant peut-être un peu décalés dans nos choix, à l'époque où le SaaS s'imposait finalement comme étant l'organisation qu'il fallait avoir. Voilà. Et finalement, sous l'impulsion de nos spécialistes, ceux qui finalement ont une vision là-dessus, mais évidemment challengés par la direction, essayer de maintenir le plus souvent possible déjà notre propre IT, nos propres systèmes, ça nous permet déjà d'avoir une certaine maîtrise quand même de notre organisation, une certaine indépendance. Si je dis ça, c'est juste par rapport à la structuration de la data. Ouais. C'est des choix déjà qui sont forts et des choix de long terme, là aussi qu'on est en capacité évidemment d'interroger régulièrement, et de toute façon parce qu'à un moment donné aussi on n'a pas le choix, il y a des éditeurs qui ne nous laissent pas le choix. Mais à chaque fois qu'on a eu le choix, on a toujours préféré évidemment maîtriser notre infrastructure et finalement quelque part gérer aussi notre risque. Donc et disant ça, on a aussi une disponibilité de nos données et notre capacité finalement à pouvoir la valoriser et peut-être bien la travailler. Et donc vous avez votre propre outil de production interne ? Alors pas votre propre outil de production, on a nos propres serveurs pour héberger nos données. Voilà. Et nos logiciels de production pour la production potable. Tu as des NAS en interne pour héberger ta data. On a notre infrastructure effectivement sur nos propres serveurs. On achète des licences pour héberger nos données et on essaye évidemment autant que possible de pouvoir préserver cette indépendance pour maîtriser tout ça. Mais ça, donc en termes de système d'information, ça a une importance sur la souveraineté de la donnée, mais ça n'a pas, de mon point de vue, mais après je ne suis pas un técophile pur jus, mais d'importance sur la structuration et l'architecture de la donnée pour qu'elle remonte aux opérationnels derrière, si. Si, parce que finalement, on a une possibilité de gérer de la transversalité dans la disponibilité de la donnée, en fait, et notre système, notre service informatique, en maîtrise totalement
la structuration. Et donc, quand on a besoin de pilotage, on a besoin de données, quand nos associés nous demandent, et c'est souvent le cas quand on a des rapprochements, puisque finalement ceux qui arrivent, ils découvrent un environnement, un système, donc ils ont aussi un regard neuf et un regard parfois critique, à juste titre, et donc nous demandent parfois une évolution du système pour répondre à un besoin qui est le leur, et ça on peut leur le fournir dans un temps très court, puisqu'on en maîtrise absolument l'architecture. Avec un point important peut-être, ce que je n'ai pas dit, peut-être qui éclairera aussi mon propos, c'est que notre système de gestion interne, la gestion interne des données, finalement, toute la valeur du cabinet, la base client, la facturation, la gestion des plannings, les temps, l'équilibre économique de nos missions, nous, notre système, c'est un système propriétaire, c'est notre système à nous. Il a été développé. Parce qu'en fait, que ça soit chez vous ou sur un SaaS qui vous appartient, c'est la même chose. C'est ça qui est vraiment différent. Exactement. C'est la gestion interne. Voilà. Et c'est cette donnée-là qui est vraiment à notre disposition, qui nous rend aussi largement indépendants par rapport aux grands éditeurs de la profession, puisque nous, on a nos données pour la production comptable, par exemple, mais les données de gestion interne sont sur notre système à nous. Et ça, ça c'est vraiment aussi un choix qui a été fait et comment vous allez faire pour la facturation électronique alors? Le système va s'adapter. Voilà, vous allez venir en plateforme agréée. On va faire alors pas nous, on va se plugger sur l'APA qui va bien. Et puis ça fonctionnera. Donc nos informaticiens, on a un service informatique de 15 personnes, ont la main et la totale maîtrise de système, puisque c'est eux qui en assurent la maintenance, mais aussi tous les développements. On a 3 développeurs chez nous, et c'est ces développeurs-là qui font les évolutions. Donc sur la data, on est beaucoup sur 1650 salariés. En fait, c'est un ratio qu'on a pu observer. On a à peu près 1%. Un informaticien alors informaticien, c'est un terme un peu. Il y a des grandes spécialités à l'intérieur de ça, évidemment, entre ceux qui s'occupent de la sécurité, ceux qui s'occupent du support, ceux qui s'occupent du développement. Mais voilà, c'est un ratio qu'on a réussi quand même à maintenir. On est une entreprise qui, moi je redis, mais la technologie est quelque chose qui nous aide. C'est pas quelque chose qui fait à notre place. Nos clients, ils ont besoin de nous, nous c'est plutôt l'humain, c'est plutôt nos collaborateurs, nos équipes, même si évidemment la technologie grignote peut-être petit à petit, puisqu'il y a moins de production humaine. Mais ça reste quand même la valeur qu'on propose à nos clients, c'est pas un bon outil comptable. C'est la capacité qu'on a à expliquer ce qui est sorti de la production comptable. Et ça, pour l'instant, ça reste un interlocuteur et un expert comptable ou un directeur de mission ou même un responsable de mission. Chez nous, on délègue aussi très, très facilement cette partie-là. Et ça le restera. Oui. Et sinon, on est tous dans la merde. Oui, bien sûr, mais c'est aussi à nous j'allais dire, un petit peu de défendre ça, en fait, je pense, parce que voilà, la technologie n'est pas une fin en soi. Nos métiers ne sont pas de traitement technologique. C'est avant tout une capacité à comprendre une situation, à mettre en place l'organisation. Alors, comme ça veut dire organisation comptable. C'est cette capacité finalement à ne pas être dans le traitement, mais être dans l'anticipation, l'organisation et à la fin, la compréhension et l'analyse. Et finalement, nos clients, tout ce qui se passe avant, ils s'en foutent. Mais ils n'y portent pas d'intérêt. On dit souvent à nos équipes, et c'est dur de l'entendre, mais le bilan, la liasse fiscale, ça n'intéresse pas nos clients. Voilà, non, moi je ne les dis jamais. Bah oui. Je m'en fous. En fait, j'ai ma data vise en temps réel, voilà. Je suis sur Fintesis, j'ai ma donnée, je pilote ma donnée au quotidien. Parfait. En fait, avoir la doc à la fin de l'année, bon bah ok, en fait, je regarde si je me suis pas planté, et oui j'ai des petits écarts, et en fait je reprends les écarts et je garde ce qui m'a été donné par l'expert comptable. Mais d'ailleurs, en règle générale, je vais réinterroger le travail de l'expert comptable parce que je dis attends, moi ma donnée elle me dit ça, pourquoi toi tu me dis que c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'avère que de temps en temps c'est lui qui se plante si c'est pas nous. Oui, il y a toujours de toute façon quand on a la data en temps réel, et c'est effectivement l'apport que fera évidemment ces évolutions technologiques, et ça on ne peut que le saluer puisqu'on aura évidemment des données plus fraîches, plus proches de la réalité, aussi anticiper des situations délicates. Mais ça a été, je veux dire, la douleur de notre profession qui est le tableau de bord. Pourquoi la profession d'expert comptable n'a pas réussi à proposer des tableaux de bord. Voilà, et on ne peut pas dire que nous on ait fait on a rencontré un grand succès aussi sur cette partie-là. Pas faute d'avoir consacré du temps et des efforts. Mais c'est là où la technologie nous aidera, avec par contre cette difficulté qu'effectivement, il ne faut pas que le reporting raconte une histoire différente de ce que le bilan, qui est finalement qu'est-ce qui s'est passé.
Mais voilà, tu l'as évoqué en tant que client, mais le client, évidemment, les chiffres ne l'intéressent pas. Par contre, l'enseignement et surtout, qu'est-ce que je dois tirer comme leçon de cette situation. Alors, attends, moi, mes chiffres m'intéressent. Hein. C'est juste que, en fait, mes chiffres en temps réel m'intéressent. Oui. Mes chiffres, quand je suis, si tu veux, 3 mois après, sur les 2 de derniers mois, 2026, recevoir mes chiffres de 2025, en fait, c'est derrière, tu vois. À la limite, c'est pour savoir la quantité de dividendes que je vais pouvoir sortir à la tête de groupe et je vais le réajuster derrière, mais ça s'arrête là, quoi. Oui, tout à fait. Je pense, moi, qu'il y a des évolutions qui sont importantes sur le secteur et notamment des dirigeants professionnels qui commencent à arriver sur le secteur de l'expertise comptable. Il y a des annonces qui vont être faites dans les prochaines semaines, dont tu as d'ailleurs peut-être déjà connaissance, mais des cabinets d'expertise comptable du top 20 vont annoncer l'arrivée de dirigeants professionnels. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Donc des dirigeants non experts comptables. Exactement. Alors, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée déjà ? Non. Ok. Non, et en même temps, si on regarde la composition de notre comité exécutif, on y retrouve les responsables de nos fonctions support, parce qu'elles ont évidemment un rôle essentiel dans notre organisation et elles ont toute leur place pour échanger sur la stratégie, sur là où on va, et aussi pour rendre compte finalement un petit peu de l'action de leurs différents services. Donc quelque part, on va dire que l'apport des fonctions non experts comptables, elle intervient chez nous à ce niveau-là. Okay. Par contre, alors là je vais peut-être me positionner comme observateur, mais des dirigeants professionnels, on l'a vu quand même dans des organisations, alors plutôt associatives, sur des organisations que rejoignent notre profession il n'y a pas très longtemps, les associations de gestion agréées. Eux ont eu cette pratique-là, en tout cas sur le territoire, sur des territoires où on est installé, qui ont eu cette expérience d'installer finalement des dirigeants non experts comptables à la tête des organisations, qui sont des grosses organisations, qui emploient plusieurs centaines de salariés, donc c'est pas des petites structures. Bon, on a observé ça plutôt voilà, en se disant, mais finalement, tiens, c'est nouveau. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que... bon... En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça bouge beaucoup à la tête de ces organisations-là. Donc après, c'est peut-être une question de personne, c'est simplement le constat que je fais. Non, par contre, je reviens sur l'attachement qu'on a à notre métier, notre diplôme. Le diplôme, on regrette le chemin pour arriver au diplôme parce qu'on pense aussi qu'il exclut parfois quelques bons profils qui malheureusement n'auront jamais la possibilité d'exercer ce beau métier. Mais quand même, le diplôme d'expertise comptable a une vraie valeur. Et nous, on est très attachés à ce diplôme-là, à la puissance de ce diplôme et de ce métier. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas en réflexion et on n'est certainement pas prêt à accueillir, en tout cas dans notre cercle resserré de gouvernance, quelqu'un qui ne serait pas de notre profession. Ah oui, c'est marrant. Parce que, en fait, tu vois, par exemple, moi, je suis attaché au diplôme d'ingénieur, je suis appelé au diplôme je sais pas moi, d'avocat, etc. Enfin, j'ai pas de sujet. Mais pour moi, en fait, les experts comptables sont propriétaires de leur organisation. Ouais. Toi, tu disposes d'un mandat social au sein de ton organisation. Bien sûr. Mais en réalité, vous êtes 6 ou 5 à avoir des mandats sociaux au sein de l'organisation. Et donc, dans aucune entreprise, en tout cas, on voit en fait 5 ou 6 décideurs. Il y a des gens qui peuvent voter, qui peuvent décider de décisions stratégiques et de la vision stratégique, ce qui pour moi en fait est le rôle d'un COMEX et d'une assemblée générale d'actionnaires qui doit se passer chaque année chez Orcom comme dans toutes les entreprises du monde. Mais pour moi, ce que je trouve assez fin de ces cabinets qui ont décidé de faire ce pas-là, c'est de dire, en fait, nous, on décide de ce qui va se passer. Évidemment, on est là pour épauler, mais on a quelqu'un qui va piloter la transformation et qui ne va faire que ça. Alors, vous, du coup, vous avez une vision qui est différente. Alors peut-être je préciser mon propos. En fait, okay. Je parlais vraiment du cercle de direction générale, qui de toute façon est un cercle qui évolue, peu ou en tout cas... qui est en tout cas stable, c'est plutôt comme ça qu'il faut le présenter, et durable. Non, ça par contre a des échelons évidemment différents. Là, évidemment, on fait totalement confiance à des personnes qui ne seraient pas des experts comptables. On a parlé des avocats qui sont associés. Alors, je fais aussi une précision, hein, tous nos associés, quasiment, sauf vraiment quelques exceptions, sont des associés gérants. Donc ils sont tous porteurs de mandat social, mais dans l'exercice des sociétés dans lesquelles ils sont investis.
pas dans la société holding. C'est pour ça que dans notre organisation, qui est vraiment calquée sur un modèle d'entreprise, c'est cette un modèle de groupe. En fait, sur un modèle exactement, de groupe. tout à fait. Voilà. Mais voilà, sur des fonctions clés, on a je parlais des spécialités, des pôles de compétences chez nous qu'on a travaillé depuis 10 ans. Sur ces pôles de compétences-là, on peut aller rechercher des profils qui ne sont pas issus de notre profession et qui viennent apporter une spécialité, une compétence. On a une branche ingénieur, voilà, on a des compétences comme celle-ci, voilà, qui évidemment vont piloter des sujets de transformation. Ça passe aussi par des investissements qu'on est aussi en capacité de faire dans des acteurs technologiques pour évidemment être au plus proche de ce qui se passe aussi chez eux, pour comprendre aussi ces évolutions-là. Donc voilà, enfin là on est plutôt sur la branche investissement, pas la branche recrutement de spécialistes. Mais en étant aussi proche par nos prises de participation capitalistique, quelque part aussi on a cette compréhension peut-être un petit peu augmentée. Je comprends parfaitement. Est-ce que vous bossez avec des cabinets de conseil ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous conseillent dans votre développement ou que vous utilisez justement pour votre développement ? En tout cas, pas de façon organisée ou récurrente. Voilà, on peut être accompagné sur des situations particulières, sur des branches de contentieux, même si on en a heureusement très très peu. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut arriver. On essaye de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, c'est vrai. Mais voilà, on vient de réaliser notre bilan carbone. Évidemment, on s'est fait accompagner et conseiller dans cette quête-là par un cabinet qu'on connaît bien, un cabinet ami. Donc voilà, et donc c'est des situations dans lesquelles évidemment, si on a besoin d'aller trouver de la disponibilité, de la ressource et de la compétence, on le fera aussi. Ok. Et comment se partage la gouvernance du coup entre les 5 directeurs généraux de la structure et le président ? Bon, c'est une organisation qui est quand même très collégiale en fait. Vous n'avez pas de périmètre défini ? Si, parce que alors évidemment Michel Martin, notre président, a une vue d'ensemble, une vue complète évidemment sur nos activités. Et ensuite à la direction générale, il y a quand même des fonctions opérationnelles qui nous sont directement rattachées. La communication, le marketing, l'informatique, les ressources humaines, voilà, toutes ces grandes branches qui finalement structurent notre entreprise. Et c'est pour ça que on a, je pense, évolué du cabinet vers l'entreprise. Le premier pas, c'est quand on a choisi d'être certifié ISO. C'était il y a plus de 20 ans, puisque quand on a écrit le manuel qualité, on a écrit nos processus, finalement, on a été amené à structurer des branches comme une entreprise classique, comme ce qu'on voit chez nos clients, mais ce qui à l'époque était quand même assez novateur dans des organisations, dans des cabinets. Donc on a un responsable des ressources humaines, on a un responsable de la communication, on a un responsable de l'informatique, etc. Et à chaque fois, c'est rattaché à un membre de la direction générale qui opère finalement une supervision, une validation, une coordination. Voilà. Et à la fin, on a évidemment des réunions formelles, puisqu'il faut reporter tout ça, et ça c'est le cadre juridique. Donc on a notre comité exécutif qui se réunit, ensuite notre conseil d'administration, c'est 3 fois par an. Mais évidemment qu'on n'attend pas ces réunions-là pour décider, être agile par rapport à des situations. On a la chance de partager quand même des espaces orléanais ou parisiens où on est souvent en proximité. Et donc tous les sujets, on peut les administrer très très vite. Voilà. Est-ce que tu gardes encore un portefeuille ? Bien sûr. Moi, ça me choque. Ouais. Je sais que c'est important pour toi. Enfin, on en a déjà discuté hors micro, où en fait, tu m'expliques que la philosophie du cabinet, c'est que vous ne soyez pas déconnectés, que vous aimez votre métier et que du coup, vous restez en lien avec eux. Mais, enfin, tu prends un patron d'une boîte qui fait 165 millions, même s'il était ingénieur, et qui sait par cœur réparer des moteurs ou conceptualiser des moteurs, c'est plus lui qui les conceptualise. Et c'est pas pour ça qu'il est détaché du métier. Donc j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un petit peu votre philosophie par rapport à ça. Cette philosophie, c'est ça, c'est finalement de conserver quand même une vraie compréhension de l'évolution de nos métiers, parce qu'ils évoluent quand même vite. Et une entreprise qui se définit quand même souvent par son offre, c'est ce qu'on fait dans nos métiers. Quand on est auditeur, la première chose qu'on regarde quand on prend connaissance d'une activité d'un client, c'est qu'est-ce qu'il vend. Donc nous, nos organisations se définissent aussi par ce que nous proposons finalement à nos clients. Mais pour être sûr de proposer quelque chose de pertinent à notre client, il faut être connecté au marché. Connecté au marché, il n'y a pas mieux que finalement d'avoir aussi toujours son portefeuille. Maintenant, avoir un portefeuille, ça ne veut pas dire être opérationnel, ça ne veut pas dire
être dans la production financière, dans la production juridique, ça veut dire être dans la relation client. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le définit. La plupart de mes clients, je les suis d'ailleurs pas tout seul, je les suis souvent avec un associé qui est peut-être plus jeune que moi dans l'organisation et qui du coup aussi monte en compétences et on partage aussi la relation. Ça offre aussi une disponibilité pour le client et donc finalement c'est plutôt comme ça qu'on suit les choses. Et aussi assurer des transmissions sur des dossiers très importants. On a la chance d'avoir des clients qui sont avec nous depuis plusieurs générations, des générations de chez eux. Donc on a assuré des fois 1 voire 2 transmissions. Et donc on a besoin aussi de renouveler aussi les interlocuteurs auprès de ces clients-là. Nous sommes une ETI familiale, nos clients sont des ETI familiales. Et donc on a besoin évidemment d'assurer cette continuité d'interlocuteurs aussi. Et c'est ce partage de relations avec parfois une double signature qui permet de faire ça. Ça sécurise aussi l'exercice. Ça forme les jeunes. En tout cas, ça fonctionne bien. Après, je ne dis pas que évidemment jongler avec les exigences des clients et puis j'allais dire nos fonctions de direction, la visite de nos différents sites, puisqu'on a 55 implantations en France et plus d'une dizaine à l'étranger. Donc il faut quand même aussi partager notre temps pour pouvoir aller à la rencontre et à la visite de tous ces territoires. Donc c'est sûr que c'est plutôt la gestion du temps qui finalement à toujours bien interroger, à remettre en question, à améliorer, pour savoir là où notre temps est utile et puis essayer de pas se disperser. Après, mes clients, ils m'appellent, j'allais dire, quand ils ont vraiment besoin. Après, ils savent aussi avec qui traiter en fonction nos départements spécialisés, juridiques, paye, ont aussi la relation client. Donc finalement, il y a aussi beaucoup de choses qui passent en direct. L'expert comptable chez nous n'est pas l'interlocuteur unique et absolu. C'est celui qui valide à la fin, c'est celui qui donne l'orientation, la synthèse. Mais il faut aussi pouvoir déléguer, faire confiance. C'est une base aussi essentielle de nos métiers. En tout cas, c'est comme ça que nous, on essaie de travailler, de le mettre en place chez nous. Travailler d'équipe. C'est hyper clair. Je comprends parfaitement. Ça ne veut pas dire que j'y adhère à 100%, mais en tout cas, après, c'est des choix. Et c'est aussi des volontés d'exercer. Exactement, c'est un choix. Après, est-ce qu'on fera le même choix dans 5 ans? J'en sais rien, parce que aussi... C'est ça qui évolue, mais c'est ça qui est sympa. Complètement. On ne sait pas ce qu'on fera dans 5 ans. Mais aujourd'hui, on a... Vous avez fait ce choix-là. On a fait ce choix-là et même pour aller au bout. Enfin, en tout cas, moi, je suis content d'avoir encore des clients. Et alors, j'en transmets aussi beaucoup. Quand un jeune s'associe chez nous, on lui confie évidemment un portefeuille. C'est aussi toute la force finalement des organisations comme les nôtres. Il n'y a pas besoin de constituer son portefeuille, c'est normal. Donc finalement, nous, on transmet à cette occasion-là. Mais je veux dire que l'engagement sociétal qui est le nôtre, les prises de responsabilité qu'on est capable de faire sur les différents territoires, font aussi que on développe une certaine notoriété et on est aussi parfois appelé ou choisi parce que les gens ont envie de bosser avec nous. Et quand quelqu'un nous appelle, un client nous appelle, il veut bosser avec nous, évidemment, on va pas lui dire ok, tu viens au cabinet, mais par contre, je te donne, tu seras géré et confié à un associé plus junior ou un autre associé. Il a envie de travailler avec nous. Mais quand on dit envie de travailler avec nous, c'est peut-être pour quelques points essentiels. Après, le quotidien, il est assuré évidemment par les équipes. Donc ça, on peut le gérer, et ça nous permet de garder cette proximité avec nos clients, mais aussi avec nos équipes. Puisqu'il y a aussi ce deuxième volet-là qui est très important, ne pas être déconnecté de la réalité de ce que vivent nos équipes vis-à-vis des clients, et aussi de la transformation technologique, puisque sinon c'est facile évidemment d'avoir une opinion, une vue sur ce qui se passe sur cette transfo-là, mais si on ne la confronte pas au terrain et à ce que les clients sont capables d'accepter en matière de transformation numérique, on peut se planter aussi, parce qu'il ne faut pas être déconnecté de cette clientèle de proximité qu'on a aussi. Complètement. Et en termes de structuration du front office, donc le front office, pour que tout le monde le sache, c'est tout ce qui va être la notoriété, l'acquisition, le marketing et les forces commerciales. Escorcom a fait le choix de pouvoir se doter de services commerciaux. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, est-ce que c'est une décision que vous avez eue? Et si c'est une décision que vous avez eue, une discussion que vous avez eue, est-ce que ça sera une décision qui sera prise demain? Alors, c'est une question qu'on a évidemment instruite au moment de la directive service. Donc là, on remonte un peu à juillet 2011, je fais un petit retour en arrière, mais finalement, ça a été l'ouverture quand même de notre réglementation, de notre déontologie pour regarder finalement ces sujets-là.
Qu'est-ce que nous a dit cette directive-là? Finalement, aujourd'hui, quasiment tout est ouvert, à part dire du mal des autres. Mais évidemment, on gagne. Enfin, je veux dire, on n'a jamais convaincu personne à venir chez nous en disant du mal des autres. Donc, de toute façon, c'est, en tout cas, notre point De de toute façon, vue. c'est pour toutes les professions. Enfin, Exactement. Enfin, voilà, en tout cas, on pense que pratiquer ça, ce serait évidemment quelque chose qui serait plus dévastateur et destructeur que quelque chose qui apporte de la satisfaction et du succès. Donc voilà. Par contre, évidemment, à cette occasion-là, on s'est interrogé, mais comme tout le monde, je pense, comment on organise finalement l'action commerciale dans notre entreprise. Est-ce qu'il faut la déporter en recrutant des spécialistes de la matière, au risque évidemment de désintéresser aussi nos techniciens, finalement, nos spécialistes des matières qui sont travaillées? Bon, nous, on n'a pas fait ce choix, on a fait le choix justement de maintenir et de réaffirmer à cette occasion-là que l'action commerciale, la vente, on peut parler de vente, on n'en parle pas souvent dans nos métiers, mais à un moment donné, il faut quand même vendre, et on n'a pas de tabou par rapport à ça. La vente doit être faite par ceux qui vont ensuite gérer la relation. Donc les associés, les directeurs de mission. Globalement, chez nous, c'est 200 personnes, sans associés, sans directeur de mission. C'est eux qui ont dans leur responsabilité la charge du commercial chez nous. Alors, il y a un truc que je comprends pas, Valentin. Ouais. Moi, j'adhère à cette vision-là, si et seulement si, et je reviens à un point que tu as évoqué au préalable, l'associé a besoin de se constituer son portefeuille. Ce que tu disais au début, nous, un jeune associé, c'est la force chez nous, il n'a pas besoin de se constituer son portefeuille, on lui en donne une partie. Mais donc, quand est-ce qu'on évalue à cet associé sa vélocité commerciale ou sa capacité commerciale? Alors, on lui dote un portefeuille de départ. Voilà, d'accord. Donc on l'amorce, entre guillemets. Oui, c'est ça. Okay. Ça va être un portefeuille peut-être à 5, 600, 700, 800 000 euros. Ça dépend évidemment des clientèles. Mais chez nous, un associé gère plutôt le double. Voilà, donc ça lui donne une marge de progrès pour se faire plaisir et rentrer autant de clients qu'il le souhaite. Évidemment, on n'attend pas de ça de lui au bout d'un an. Mais par contre, voilà, évidemment, d'être en mouvement, d'être en rayonnement. C'est le mot qu'on utilise nous le plus quand on parle d'action commerciale, parce que les gens viennent chez nous parce qu'on a développé cette notoriété. Simplement pour aller au bout quand même de l'action commerciale chez nous, elle est portée et incarnée vraiment par cette force vive, donc nos associés et les managers, directeurs de mission. Mais évidemment, ils peuvent bénéficier et s'appuyer d'une fonction support chez nous qui s'appelle la fonction marketing et développement, fonction qui m'est rattachée à la direction générale de notre entreprise, fonction que j'anime. C'est une équipe d'une petite dizaine de personnes qui va travailler sur l'animation. Ils ne font pas de la vente directe, ils ne font pas de l'approche directe de prospects. Par contre, ils vont épauler tous nos porteurs d'action commerciale dans leur démarche pour les aider, les structurer, benchmarker les situations, ouvrir une porte, négocier un partenariat, aller sur un événement. Voilà, c'est comme ça que notre organisation fonctionne en matière d'action commerciale. Après, c'est un sujet, là aussi, des cabinets parfois qui nous rejoignent sont, je veux dire pas étonnés, mais en tout cas découvrent que dans nos réunions, la première chose qu'on aborde, c'est le commercial. Voilà, dans nos réunions d'associés, je veux dire. Oui, je ne sais pas si c'est le cas partout, la preuve que non, puisqu'en tout cas, les cabinets qui nous rejoignent, pas tous, en tout cas pas pour tous, c'était le cas. Et effectivement, le chiffre d'affaires, passer en revue les prospects, comprendre aussi les motifs de départ client, voilà, tout ça, on partage pas pour se jauger ou se juger, mais au contraire pour essayer de s'améliorer, essayer de comprendre finalement les succès, comment les autres peuvent les partager. Et à l'inverse, quand on a une difficulté, comment on la résout pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. Voilà. Vous avez un CRM en interne ? Oui, on a un CRM qui est un CRM pareil qu'on a depuis un certain temps, alors qui est couplé avec notre gestion interne, puisque les deux doivent être, fondus dans une expérience qui soit la plus agréable possible. On a là aussi une petite marge de progrès, mais c'est normal parce que les outils évoluent. Mais oui, on a. En fait, il y a un gros avantage d'avoir une gestion interne propriétaire stockée chez vous, in-house. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez avec la donnée. Le gros désavantage, c'est que la connexion avec des outils marchés elle devient compliquée. Oui, voilà, mais sincèrement, notre service informatique fait des choses qui sont quand même vraiment bien. Et c'est quoi l'outil que vous avez du coup ? Ça s'appelle Synergie, c'est l'éditeur, c'est Exact. Voilà, c'est un prestataire européen. Oui, alors là-bas, c'est plutôt un outil qui est plutôt peut-être plus connu dans l'industrie, avec des systèmes de workflow, qui nous a permis de digitaliser nos process déjà depuis plus de 10 ans pour la validation. Avant, on se transportait des feuilles de route de bureau en bureau avec des visas à poser pour
matérialiser la supervision qui, dans nos métiers, est quelque chose d'important et d'essentiel. Aujourd'hui, par ce mécanique des workflows, le processus de travail est dématérialisé et se déplace finalement d'espace en espace avec la possibilité finalement de faire un tampon numérique. Mais là, du coup, tu n'es pas sur du volet CRM. Oui, pardon, mais ça non, c'est complètement. Oui, mais c'est une des fonctionnalités de Donc l'outil. ça va plus loin que le CRM, c'est aussi de la production, Tout à fait. de l'assistance à la production. On a l'amont avec la partie CRM, c'est-à-dire la partie avant client, une fois qu'il est client, PRM, il rentre dans la gestion des prospects et après gestion Exactement. des clients. Tout à fait. Très clair. Voilà, mais là aussi, sans trahir de secret, on réfléchit aussi comment on peut améliorer ce CRM. On a des échanges, on observe des choses. C'est toujours super compliqué. Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, on parlait de la qualité de la data. C'est sûr que comme partout, la qualité de la data client, c'est quelque chose qui nécessite aussi un effort constant pour que notre base soit mise à jour, les adresses, les interlocuteurs, qu'est-ce qu'on envoie à qui, toutes les communications qu'on est capable de faire pour que ça touche le bon interlocuteur. Ça c'est essentiel, mais c'est un travail de quotidien. Ah ouais, tu m'étonnes. Valentin, on arrive à la fin de ces interviews, mais j'ai une dernière question à te poser. Dans ton idéal à toi, et pas aux autres associés d'Orcom, pas à Michel Martin, pas aux dirigeants, etc., toi, ça ressemble à quoi Orcom en 2030 ? En 2030, c'est dans 5 ans, donc ce sera Déjà, ce sera une belle fête parce qu'on fête notre anniversaire tous les 5 ans. Et donc, on fera une belle fête. On en a fait une très belle déjà pour fêter nos 45 ans. Ça, c'est le côté festif, mais ça, c'est très important. À quoi ça ressemblera dans 5 ans ? Ça ressemblera à une entreprise campée sur ses fondamentaux, qui sont cette indépendance et ce modèle qui finalement fait sa force, sa robustesse, comme aujourd'hui on apprend aussi à travailler cette notion-là. Qui va évidemment continuer à innover pour être dans ce bon tempo comme je l'ai évoqué. Peut-être à étendre son champ de recrutement, peut-être aussi avec des talents différents qui viendront étoffer nos équipes. Toujours avec cette préoccupation des territoires, et ça je pense que c'est quelque chose, en tout cas moi j'y tiens beaucoup. J'ai des mandats à titre personnel importants. Préside de l'Alliance de cabinets Eurus, qui est le premier groupement de la profession en matière de cabinet indépendant. Que tu gères avec Delphine Busson, que j'ai reçu ici. Exactement, que tu as la chance aussi d'interviewer. Donc ça c'est un mandat dans notre profession, mais j'ai aussi des mandats dans des organisations qui n'ont rien à voir avec notre profession, puisque je préside le MEDEF du Loiret, par exemple, depuis plus de 6 ans. Donc c'est des mandats importants, évidemment, que j'entends continuer à pouvoir exercer, et évidemment que on encouragera nos associés à continuer à exercer ça, toujours dans cette logique d'engagement sociétal qui est le nôtre, parce que notre entreprise, elle est dans les territoires, mais elle est un acteur majeur des territoires, pas un acteur qui vient se servir, un acteur qui investit dans les territoires, et ça c'est important. Et ça, moi j'aime ça, ça répond vraiment à mes convictions profondes. Voilà, être constant, être sur une vision. Nous, on ne fait pas un truc à 2 ou 3 ans, ou à 4 ans, ou à 5 ans. Nous, notre vision, c'est la stabilité, la pérennité. Je ne sais pas si c'est 100 ans, mais en tout cas, on ne prend pas des décisions pour 6 mois ou pour 5 ans. On prend des décisions qui nous consolident et qui nous structurent durablement sur ces fondamentaux-là, et être cet acteur vraiment engagé, impliqué dans les territoires. Notre fondation est notre exemple qui redonne aux territoires avec des projets qui sont des projets soutenus en faveur de la jeunesse. Enfin, voilà, j'ai pas eu le temps d'aborder tout ça. Non, mais ça, c'est génial. Et du coup, c'est la question que j'allais te poser, c'était de dire que, en fait, même en termes de business, enfin, désolé, c'est mon esprit business qui revient, mais c'est hyper smart de pouvoir être président du MEDEF Loiret, de pouvoir être conseiller municipal dans telle ou telle région, parce qu'en fait, vous faites partie du territoire et vous avez un ancrage hyper fort. Mais est-ce que, par exemple, vous subventionnez, alors désolé, je vais donner des trucs bateaux, mais des clubs de foot, des trucs comme ça, pour que les organisations et les associations locales puissent se développer? Alors oui, pas notre fondation pour le coup, parce qu'on a vraiment dissocié, on a une fondation d'entreprise depuis plus de 10 ans, là aussi, donc vous voyez, c'est assez novateur ça pour le coup. La constance, voilà, on a été la première entreprise en région centre à créer une fondation d'entreprise, et le premier cabinet d'expertise comptable en France à créer une fondation d'entreprise. Une fondation d'entreprise, c'est un véhicule juridique dédié, propre, avec sa gouvernance, son administration pour valider les projets qu'on soutient, et elle est dédiée, c'est
Les fondations d'entreprise, c'est comme ça, il faut lui donner une orientation, une destination. Pour nous, c'est la jeunesse. C'est le clin d'œil, ce que j'évoquais au début de cette interview, finalement, à cette capacité qu'a Orcom à accueillir des jeunes sans expérience qui sont formés. Voilà, c'est c'est cette filiation, finalement, jusqu'à notre fondation d'entreprise. Donc, notre fondation, elle a son budget, un budget très conséquent. Et donc, elle a investi dans des projets qui vont favoriser du mécénat. Voilà, avec son propre circuit de décision, de validation, son indépendance. Ensuite, évidemment, on participe à la vie locale. Si la vie locale, c'est du sport, c'est de la culture, c'est de l'art, voilà, on pourra être partenaire d'un théâtre comme d'un club de foot ou un club de basket. Ça va dépendre des territoires. Alors, on est dans pas mal de villes où il y a beaucoup de basket. Ce qui n'est pas pour me déplaire, puisque c'est une passion le vélo aussi, non personnelle. T'as pris un truc sur le peloton tout à l'heure, je me suis dit, fan de vélo. Alors, je fais un peu de vélo, mais pas autant que David Humbert. Que certains, voilà, que j'allais dire que tu as reçu aussi. Mais oui, le vélo, c'est plutôt adapté à mon âge. Mais voilà, moi, je faisais plutôt du basket. Mais voilà, le cadage, c'est que j'ai mis 200 balles sur la victoire de San Antonio ce soir contre les Knicks. Ah, mince. On va voir si ça marche. Je te remercie, Valentin, pour le temps que tu m'as accordé. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que c'était ton cas aussi. Partagez. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Valentin. À bientôt. Ciao.